Il y a 60 ans naissait l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, qui regroupe 18 États, avec cette mission principale de sécuriser la navigation aérienne. 6 décennies après, que peut-on retenir des activités, des missions, des succès et des défis de cette agence? Les représentants de l'ASECNA sont avec nous ce soir pour nous en parler. Nous avons autour de cette table Monsieur Wala Konga, ingénieur de l'aviation civile, ancien directeur de l'aviation civile, ancien directeur des ressources humaines, ancien directeur technique, ancien directeur de cabinet du directeur général de l'ASECNA. Monsieur Wala, bonsoir. Juste à côté, nous avons Monsieur Nyang Evalo. Il est ingénieur de l'aviation civile, ancien représentant de l'ASECNA au Togo, expert de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI. Monsieur Nyang, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Monsieur Medezi Tagba Damsou. Il est ingénieur génie civil, représentant de l'ASECNA auprès de la République togolaise. Monsieur Medezi, bonsoir. Bonsoir, madame. Et nous avons également Monsieur Tchagbele Sadamba, ingénieur de l'aviation civile, ancien directeur général de la SALT, ancien représentant de l'ASECNA au Togo, ancien directeur de l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile, ancien administrateur général ASECNA Service. Monsieur Tchagbele, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs. Merci, et nous aurons également un autre expert de l'ASECNA sur ce plateau dans le courant de ce débat pour mieux découvrir l'ASECNA et ses missions. Eh bien, l'ASECNA, c'est 60 ans, et pour ces 60 ans, cette 60e bougie, l'ASECNA s'est dotée de nouvelles installations techniques innovantes pour mieux assurer sa mission principale. Il s'agit de 3 ouvrages, dont le centre de contrôle régional inauguré hier à Lomé. Retour sur cette cérémonie inaugurale avec ce compte rendu de Ekwe Salah. De loin, on peut lire clairement l'identifiant du centre de contrôle régional de Lomé. Ce centre, rendu opérationnel il y a quelques mois, ouvre officiellement ses portes. À l'intérieur, des installations techniques modernes pour permettre à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, de mieux contrôler les avions dans l'espace Togo-Bénin. Ces nouvelles installations viennent reconforter, viennent repositionner l'ASECNA dans sa capacité d'assurer la sécurité de la navigation aérienne, n'est-ce pas, en Afrique et à Madagascar, en l'occurrence sur les 16 100 km² qui sont les siens. Parce que le centre de contrôle régional, il s'occupe de l'espace supérieur qui est au-dessus du Bénin et du Togo. Pourquoi cela? C'est depuis 2015, parce qu'à l'époque, c'était la FIR Accra, c'était le centre de Dakar qui assurait cette fonction-là. Et l'échec de nos négociations pour gérer ça en coopération a fait que nos chefs d'État ont décidé d'être indépendants, de reprendre leurs espaces. Et en 2015, principalement le 25 juin 2015, n'est-ce pas, le Togo et le Bénin ont dit que ça suffit, nous recouvrons nos espaces et nous les confions à l'ASECNA, auquel ils y sont déjà, puisqu'ils sont membres fondateurs de l'ASECNA. En plus de ce centre, une station d'observation météo et une caserne anti-incendie modernisée. Coût total des réalisations, 3 milliards de francs CFA. Le gouvernement a contribué au financement des ouvrages. Ces nouvelles infrastructures confirment l'engagement des plus hautes autorités togolaises de faire du Togo un hub logistique et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Ces nouvelles infrastructures témoignent de la volonté permanente de l'agence à moderniser ses infrastructures pour être à la pointe de la technologie afin d'offrir aux usagers de l'air des solutions plus performantes et plus innovantes. L'État togolais, qui a contribué au financement de ces installations, accorde une grande importance à la sécurité et au développement de l'aviation civile, un vecteur indissociable de la croissance économique. Chers professionnels de l'ASECNA, je nourris la ferme conviction que ces nouvelles installations ultramodernes vous offriront de meilleurs cadres de travail et contribueront à l'amélioration de la sécurité, la régularité et l'efficacité des vols dans notre espace aérien et sur la plateforme aéroportuaire de Lomé. Les professionnels de l'ASECNA ont été appelés au professionnalisme
à la rigueur et à l'engagement pour un travail bien fait. Il leur est demandé d'œuvrer pour la pérennisation de ces ouvrages dont l'inauguration intervient dans le contexte de la célébration des 60 ans de la SECNA. On l'a donc compris, la SECNA, c'est 60 ans d'existence. Monsieur Médési, parlez-nous un peu de la genèse de cette agence-là. Comment est née cette idée de regrouper les États? Merci beaucoup, madame. Avant de commencer, permettez-moi de rendre hommage et de remercier les plus hautes autorités de la nation togolaise pour toutes les facilités offertes à l'agence et qui sont toujours offertes à notre agence dans sa mission en République togolaise. J'aimerais aussi remercier le staff de la télévision togolaise et vous-même, madame, de l'opportunité que vous nous donnez de parler de la SECNA. Pour revenir à votre question, je voudrais retracer le film de l'aviation. Au sortir de la guerre, la technologie de fabrication des aéronefs a accru pour des besoins de transport de troupes. Juste après la guerre, cette technologie a été transformée en une industrie civile. Et donc, il y a eu un accroissement d'aéronefs dans le ciel. Et donc, il fallait organiser. C'est la naissance de l'OACI. L'OACI a regroupé les espaces, n'est-ce pas, en différentes zones. Et chaque État ou groupe d'États était responsable de ces espaces. Voilà, en 1959, c'est la veille des indépendances. Nous étions les colonies françaises. Et donc, pour accéder à l'indépendance, il fallait que nous prenions nos espaces en responsabilité. Alors, avec les maigres moyens, il fallait, n'est-ce pas, mutualiser ces ressources-là. Donc, c'est ce qui a permis à ce que le père fondateur essaie de se fédérer, n'est-ce pas, pour créer cette agence. Au départ, c'était 14 pays de l'Afrique occidentale française et l'Afrique centrale française, plus Madagascar, qui ont mis ça en projet. Et puis plus tard, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et les Comores ont suivi. Depuis lors, la SECNA a connu du succès. Nous sommes aujourd'hui avec toutes les technologies qui ont jalonné tout le parcours. Merci beaucoup, monsieur Médési, pour, disons, l'historique de la création de la SECNA. Monsieur, voilà, quand on parle de la SECNA, on comprend sécurité de la navigation aérienne. Dites-nous, que fait concrètement la SECNA? Je vous remercie, madame. La SECNA, son rôle, c'est de fournir des services permettant d'assurer la sécurité des vols aériens. Des services tels que le contrôle de la circulation aérienne, l'information en vol, l'assistance météorologique, les services de sécurité, incendie et sauvetage notamment. Donc voilà les services que la SECNA rend et est considéré donc comme un fournisseur de services de navigation aérienne. Et à ce titre, la SECNA perçoit des redevances pour financer ses activités, aussi bien son fonctionnement que ses investissements. Depuis 1996, la SECNA ne reçoit plus de contributions des États membres. Donc, depuis 1996, la SECNA est entièrement autonome sur le plan financier. D'accord. Monsieur Tchagbélé, disons que je vous disais avant le début de cette émission que j'ai écouté le spot de la SECNA. On a parlé des routes du ciel, notre métier. Et c'est le slogan à la SECNA. Alors quand on parle souvent de routes aériennes, de trajectoires, de vols, comment sont élaborées ces routes-là dans le ciel, on va dire? Merci madame. Disons que c'est un peu complexe quand on dit les routes du ciel, notre métier. C'est à la fois un slogan, mais c'est aussi un engagement à assurer les services qui doivent concourir à assurer aux passagers la sécurité aérienne dont il a besoin pour aller d'un point A à un point B.
Il est important de le souligner parce que au-dessus de nos têtes, il y a plusieurs centaines d'avions qui se croisent et dont il faut prendre soin. Mais chaque avion qui part d'un point A cherche à aller à un point B et doit connaître donc la trajectoire qu'il doit prendre pour s'y rendre. Comment on s'y prend lorsqu'on est en l'air? Et c'est là souvent la question qui préoccupe les gens. Il faut dire que il y a par convention, si vous voulez, le nord qui nous sert de repère. Et quand je dis le nord, nous le faisons en graduant, en utilisant un peu le thème des météos, la rose des vents, de 0 à 360 degrés. Et à partir de là, on arrive à dire, en prenant le nord comme repère, qu'on va à l'est en disant qu'on prend 90 degrés, ou on prend 45 degrés pour dire qu'on va au nord-est, ou bien qu'on va 270 degrés. Alors, tout cela permet aux spécialistes de la question de travailler et d'élaborer des cartes aéronautiques qui permettent aux spécialistes d'en faire usage. Mais cela repose sur, bien sûr, une réglementation qui a été éprouvée et qui vient de l'OACI avant tout, puisque c'est l'OACI qui a les documents pertinents qui sont utilisés pour l'élaboration des routes aériennes. Pour faire court, disons que il y a un minimum de principes qu'on prend en compte, notamment le niveau moyen de la mer, le plancher d'une route, et ensuite on s'assure que on est en espace inférieur ou en espace supérieur, et il y a un certain nombre de mentions qu'on porte en ajoutant que ces routes en général sont tracées à partir d'un ensemble d'équipements qui se trouvent au sol, qui par rayonnement permettent qu'on les capte, et il y a des fréquences, vous connaissez bien les fréquences, donc on se met sur les fréquences et on a la route qu'il faut. Voilà. Comme ça, il y a des routes là-bas. Tout à fait. Que suivent les avions, les différents avions, pour justement ne pas se croiser, qu'il n'y ait pas collision, c'est quelques accidents qui pourraient survenir. C'est exact. Alors, nous sommes ici à Lomé. Au-dessus de Lomé, on parlait de Cotonou et autres, mais il y a une voie aérienne qui traverse d'ouest en est et qui nous traverse, mais il y a aussi des voies qui vont vers le nord et qui sont nomenclaturées, si vous voulez. Et on les connaît, et les pilotes et les professionnels, les pilotes, les contrôleurs aériens, les spécialistes de recherche et sauvetage, et ceux qui élaborent également ces routes-là se connaissent bien. Voilà. Facile pour nous permettre de voyager en toute sécurité dans les airs. Alors, tout à l'heure, monsieur, voilà, on a parlé des routes aériennes, donc c'est les routes qu'empruntent, on va dire, les avions. Et il paraît que l'agence dispose également d'un avion. Alors, quel est le rôle de cet avion? Est-ce qu'il transporte les passagers comme les Boeing des différentes compagnies aériennes? Comment? Oui, la SECNA dispose d'un avion laboratoire. Donc c'est un avion équipé spécialement pour contrôler la fiabilité des équipements au sol qui permettent d'assurer la sécurité des vols. Donc il y a la réglementation OACI qui définit les spécifications que doivent respecter ces équipements-là lors de leur installation ou en cours d'utilisation. Donc cet avion labo est chargé de vérifier selon certaines périodicités, ça dépend des équipements, la fiabilité du fonctionnement de ces équipements. Parce qu'il ne faut pas que ces équipements fournissent des
des informations erronées aux pilotes qui pourraient être cause d'accidents éventuels. D'accord. Donc ce n'est pas un avion... Ce n'est pas fait pour transporter des passagers. Ah, d'accord. Voilà. Alors, Monsieur Médési, on va dire, quelles sont les relations de la SECNA avec les États? Parce qu'on a compris que la SECNA est composée de 18 États. Alors, quelles relations entretient la SECNA avec ces différents États membres? En termes de relations, nous pouvions distinguer deux types de relations. Des relations régaliennes et puis des relations institutionnelles. Parlant de relations régaliennes, la SECNA vers les États, en particulier l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, n'est-ce pas, qui est l'agence chargée de superviser les activités de l'aviation civile dans un territoire donné, au Togo par exemple. Donc de ce fait, nous, représentants de la SECNA au Togo, nous sommes soumis périodiquement à des inspections et à des audits pour que cette agence s'assure que le service que nous rendons est conforme, n'est-ce pas, aux normes et standards nationaux et internationaux. Parlant d'institutionnel, nous voyons l'agence est organisée de façon pyramidale. Donc il y a un comité des ministres, donc composé de chaque ministre des pays membres, un conseil d'administration composé d'un administrateur, en l'occurrence les directeurs généraux des pays. Donc pour le comité des ministres, eux aussi se réunissent en session ordinaire une fois par an et en cas de besoin. Lors de leur session, n'est-ce pas, ils définissent la politique générale, n'est-ce pas, et les grands enjeux qui tracent les lignes. Pour ce qui concerne le conseil d'administration, qui est composé en général des administrateurs des DG de l'aviation civile, n'est-ce pas, eux autres, ils ont presque une fonction de contrôle de la gestion de l'exécutif de la SECNA, n'est-ce pas. Lors de leurs réunions aussi, ils délibèrent, n'est-ce pas, sur certains dossiers, en l'occurrence le budget, voter le budget pour donner les moyens à l'agence de travailler, contrôler après. Il dispose de beaucoup d'institutions, de commissions pour pouvoir faire leur travail. En l'occurrence, la commission de vérification des comptes, la commission de vérification de la sécurité. Et en leur sein même, ils sont organisés en commission de marché, commission de sécurité, pour pouvoir vraiment disséquer les problèmes et les résoudre. Ça, c'est au niveau institutionnel. Au-delà, nous pouvions aller vers l'OACI, qui est composé des États. Donc c'est pratiquement les États aussi. Là aussi, la SECNA entretient des rapports avec l'OACI. En l'occurrence, nous avions de très bons rapports, puisque nous sommes une émanation aussi. En tout cas, on est dans le même domaine. Donc la SECNA a une délégation au niveau du siège de l'OACI qui se trouve à Montréal. Et cette délégation siège au niveau de la commission de la navigation aérienne, où se décide, s'analyse, étudie et, n'est-ce pas, met en place des normes et des réglementations, n'est-ce pas, pour faciliter le métier de navigation aérienne. Voilà. Au-delà de ces trucs-là aussi, nous pouvions ajouter les rapports avec certains organismes, tels que l'Organisation météorologique mondiale, qui, en participant à ces différentes réunions ou colloques. Voilà l'ensemble des relations que nous entretenons avec les États. Et de très bons rapports. De très très bons rapports. D'accord. Oui, M. Tchagui. On pourrait ajouter que les rapports avec l'OACI sont particulièrement bons. Ah. Et la preuve vivante, M. Nyang, qui se trouve ici à siéger là-bas, mais c'est dû particulièrement au fait que la SECNA est un exemple de gestion coopérative des espaces aériens, ce qu'on ne retrouve pas un peu partout. Si bien que l'OACI cite la SECNA comme exemple dans le domaine. Voilà. Monsieur Nyang, vous corroborez ce que M. Tchagui a dit? Merci madame, je ne peux que ce qu'elle dit, puisque la SECNA est
est une création de l'OACI, parce que c'est la répartition des espaces aériens qui a conduit, comme monsieur le représentant l'a dit tout à l'heure, à l'instauration de la SECNA. Donc les rapports sont très bons. D'accord. Alors, monsieur, voilà, tout à l'heure, monsieur Médési a parlé un peu de l'ANAC, il a évoqué l'ANAC. Donc, disons que dans le domaine aéroportuaire, dans notre pays, au Togo, on cite l'ANAC, la SALT, les compagnies aériennes, on ne va pas les citer ici. Disons que pour le Togolais ou le commun mortel, c'est difficile de pouvoir différencier différencier ces services, ces agences et tout. Alors, dites-nous quels sont leurs domaines d'activité. Est-ce que chacun a son domaine, c'est différent ou c'est la même chose? Je vous remercie, madame. Effectivement, pour le commun des mortels, l'aviation, la météo, les compagnies aériennes, etc., c'est la même chose. En réalité, chacun a son rôle bien défini. Si on regarde sur le plan institutionnel, vous avez au niveau de l'État un organe régalien qui assure la réglementation et le contrôle de l'application de cette réglementation, qui est l'Agence nationale de l'aviation civile, l'ANAC. Vous avez de l'autre côté les compagnies aériennes et les exploitants d'aéronefs. Parce qu'il y en a aussi qui font du transport commercial, qui ne sont pas des compagnies aériennes, comme ici Comfortjet. Ce n'est pas une compagnie aérienne, mais c'est une société de transport aérien. Vous avez les gestionnaires d'aéroports, tels que la SALT, dont le rôle est d'assurer les moyens nécessaires pour le traitement des passagers et de leurs bagages, du fret et de la poste. Vous avez également les fournisseurs, ce qu'on appelle fournisseurs d'assistance en escale, tels que le catering, ST Handling, aérotransport, etc. Bon, vous avez la météo aussi qui existe. Et puis vous avez dans certains pays les constructeurs d'avions qui construisent les avions. Maintenant, sur le plan métier, l'aviation civile recouvre divers métiers qui concernent aussi bien les techniques que les non techniques. Les techniques, c'est par exemple les pilotes, les hôtesses de l'air, les stewards, les ingénieurs, les techniciens supérieurs et autres. Et vous avez des non techniques tels que les techniciens de la communication. Vous avez des archivistes, vous avez des administratifs, des financiers, des comptables. Donc, l'aviation civile recouvre... Disons que c'est un tout. Recouvre tout. Donc, pratiquement tout le monde peut trouver sa place dans l'aviation civile aussi. D'accord. Alors, justement, vous en parlez, monsieur. Voilà. Monsieur Tchakbédé, disons que sur ce plateau, d'abord, on a retrouvé des génies civils en météorologie, des experts, des techniciens. On a compris donc que, comme monsieur Walla l'a dit, plusieurs métiers se retrouvent dans l'aviation civile. Mais dites-nous, quelles sont, disons, les conditions d'accès à ces métiers-là? Monsieur Walla l'a évoqué tout à l'heure, on retrouve les pilotes, les hôtesses et d'autres métiers dans le domaine. Alors, quelles sont les conditions d'accès? Disons que ça va être un peu varié. Il y a ce qu'on va appeler les métiers techniques. Sinon, les conditions d'accès pour les autres métiers qu'il a évoqués, qui sont plutôt d'ordre général et qu'on trouve sur le marché et qui rejoignent et trouvent leur place dans le fonctionnement de l'aviation civile. Alors, disons que pour eux, ce n'est pas un problème, mais pour ceux qui sont techniques, on a, disons, des jeunes qui nous viennent des filières scientifiques de nos lycées, universités. Alors, ils passent un concours. Il y a une école au niveau du Niger, qui est une école commune. Il y a une école au niveau du Cameroun, où on forme des pompiers.
Alors, tout ce monde passe un concours et ce concours est organisé en collaboration avec les États et c'est souvent les ANAC qui reçoivent toutes les demandes, toutes les candidatures et ça se tient en un seul jour, coordonné sur l'ensemble des 17 États membres, simultanément, le même jour, aux mêmes heures. Les candidats, ils composent, enfin, ils ont les mêmes épreuves. Ils ont les mêmes épreuves, ils concourent dans les mêmes États, c'est simultané, donc ils le font. Alors, ce qu'on pourrait dire en plus, et comme M. Ouala l'a dit, les métiers de l'aviation, vous avez du génie civil par exemple. Il y a encore dans le génie civil une spécialité purement aéronautique que nous appelons les bases aériennes. Il y a des gens qui font, il y a une couche, c'est du génie civil, mais il y a une couche aéronautique qui vient s'ajouter. Et c'est des gens qui ont une connaissance assez poussée de toute la réglementation de l'OACI en matière de construction des aéroports, des pistes, des voies de circulation et l'ensemble de toute l'infrastructure dont on a besoin pour faire mouvoir un avion. Mais quand vous avez parlé de la météorologie peut être vaste dans son ensemble. Il y a ce que nous appelons la météorologie générale, mais il y a l'agrométéorologie, mais il y a spécifiquement pour l'aviation civile ce que nous appelons la météorologie aéronautique. Alors là également, on a des docteurs, des ingénieurs, des techniciens supérieurs, des techniciens qui sont formés. Ils passent tous les mêmes concours et sont formés dans les mêmes écoles. Et à l'issue, et ça c'est important de le souligner, ceux qui réussissent le concours, ils le réussissent soit au compte de l'État, soit au compte de la SECNA, soit au compte des gestionnaires d'aéroports, ainsi de suite. Donc, dès lors que vous avez réussi au concours et que vous avez réussi la formation, vous avez un emploi assuré. Et ça, je dis, c'est important de le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail de fond qui permet de faire un lien entre le besoin et la formation qu'on doit assurer. Et ce besoin est établi après, je vais dire, concertation des différentes parties, des parties prenantes, bien avant le concours. Et chacun exprime son besoin. C'est à partir de là que la formation est assurée. C'est ça qui permet d'avoir une adéquation emploi-formation. Donc, en sortant, vous avez le boulot. Voilà, madame. Monsieur Ouala, vous voulez ajouter quelque chose? Donc, c'est-à-dire qu'en aéronautique, on ne chôme pas. Oui, monsieur Ouala. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que les différents concours pour les métiers techniques s'adressent aux titulaires de bac scientifique. Et pour les métiers d'ingénieur, c'est de nouveau bac plus 2. On passe le concours et si on réussit, on a une formation d'une durée minimale de 3 ans pour les ingénieurs. Bon, pour les pilotes, c'est un programme assez particulier. Généralement, ça s'adresse aux titulaires du bac. Et ils vont faire en moyenne 2 ans de formation pour sortir pilote professionnel. Donc voilà un peu comment... Donc voilà, mais on a donc compris que disons que tout le monde a sa place dans le secteur aéronautique, parce que quand je préparais cette émission, je me suis dit, ce sont des experts disons, du transport aérien, de la navigation aérienne qui arrivent, donc ce secteur ne concerne que les scientifiques, mais on a donc compris que tout le monde... Ça concerne beaucoup de monde. Ça concerne il y a beaucoup de domaines qui se retrouvent dans ce secteur. Alors, on a écouté tout à l'heure M. Médési dans la cérémonie inaugurale, justement, qui nous rappelait justement qu'en 2015, les chefs d'État du Bénin disent, mais non, M. Tchabile, vous restez avec nous. Vous restez avec nous pour le moment.
Restez avec nous. Nous allons recevoir M. Atitio très bientôt. Et disons qu'en 2015, nous avons appris que les chefs d'État et du Bénin et du Togo ont donné mandat à la SECNA pour la gestion des espaces aériens supérieurs du Togo et du Bénin qui étaient initialement gérés par le Ghana. Alors, M. Nyang, est-ce que vous pouvez nous dire sur quelle base il a fallu donner, disons, ce pouvoir au Ghana de gérer ces espaces? Merci madame. Permettez-moi de faire un rappel historique pour arriver. Le représentant tout à l'heure a touché un peu là-dessus. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les puissances en guerre s'étaient retrouvées avec un surplus d'aéronefs et de pilotes. Certains de ces pilotes ont commencé des activités de transport, notamment la poste et le fret. Les États ont décidé de se réunir en 1944, 4 ans avant la création des Nations Unies, pour essayer de créer une organisation pour réglementer cette activité nouvelle qui venait de commencer. Et c'est ainsi que donc, on a créé l'Organisation de l'aviation civile, OACI, qui est chargée de réglementer le transport aérien, définir les normes et codifie. Et cette organisation a divisé le monde en 5 grandes parties. Il y a la partie Amérique du Nord, Amérique latine, l'Europe, l'Asie et le Pacifique, et l'Afrique et l'océan Indien. Et donc, chacune de ces grandes régions s'est réunie régulièrement pour définir dans sa zone comment ça va être organisé. Et en 1952, bien avant l'indépendance de nos États, les puissances coloniales qui gouvernaient l'Afrique, puisqu'on n'était pas indépendant, s'étaient réunies à Rome pour parler de la région Afrique-Océan Indien. Et la Grande-Bretagne et la France se sont entendus pour que les espaces aériens du Bénin et du Togo et du Ghana soient gérés par le centre d'Accra. Cela a fonctionné jusque dans les années 80, suite aux tensions politiques entre le Togo et le Ghana. Les autorités togolaises ont voulu savoir comment cette gestion est faite. Et M. Wala, qui était directeur de l'aviation civile, a initié avec son collègue du Bénin et du Ghana des discussions pour qu'on puisse co-gérer cet espace-là, puisque quand même il y a l'aspect souveraineté de l'État dedans. Ces discussions n'ont pas abouti, mais le président du Conseil de l'OACI est venu. Il a rencontré les 3 chefs d'État et il était convenu que le statu quo allait rester, moyennant quelques petits aménagements qui ont permis. Et ce statu quo a continué jusqu'en 2015 où la SECNA, qui gère les autres espaces des États membres, ne gérant pas l'espace aérien, les espaces aériens du Bénin et Togo, a voulu s'impliquer davantage. C'est en ce moment-là, M. Wala et le représentant ont participé aux discussions. Je préfère leur laisser, puisque eux, ils ont activement participé aux discussions là, pour nous dire le compromis qui a amené à ce qui existe aujourd'hui. Alors, M. Wala, dites-nous maintenant que vous vous êtes retrouvé une fois encore, disons, pour parler, on va dire, et comment cette victoire est arrivée. Bon, disons que dans la gestion de ces espaces aériens, on distingue donc 3 périodes. Il y a eu la période où le Ghana seul gérait les espaces aériens du Ghana, du Togo et du Bénin. Et il y a eu une période où on avait convenu de co-gérer cet espace aérien. C'est-à-dire les 3 États devaient mettre en place une organisation permettant de gérer l'ensemble des espaces aériens. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Et c'est ça qui a conduit à la 3e partie où le Togo et le Bénin ont décidé de confier à la SECNA la gestion de leur espace aérien.
Et l'organisation a été faite de façon à ce que l'espace dit inférieur du Togo et du Bénin est assuré par un centre à Cotonou, le centre de Cotonou, et l'espace dit supérieur est géré par le centre de contrôle qui a été inauguré hier, qui se trouve à Lomé. Donc voilà la nouvelle organisation qui a été faite. Le Ghana continue à gérer uniquement l'espace aérien au-dessus du Ghana. Voilà. Alors, Monsieur Médési, est-ce à dire que, disons, que cette nouvelle organisation nous arrange, nous, le Togo, le Bénin? Oui. Oui. Ça nous arrange parce qu'il faut que nous soyons responsables à tout point de vue. Parce que gérer cet espace implique, n'est-ce pas, je devais dire des engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Quand le Ghana gérait seul, il y a des services connexes que la SECNA continuait par exercer. Au Togo, par exemple, le Ghana n'investissait pas chez nous. Tout de suite, on a dit que les routes qui sont au ciel ont des répondants au sol, pour que ça rayonne, pour que les pilotes sachent. Mais ces équipements-là, le Ghana n'investissait pas dedans. Donc c'est le Togo qui investissait. Donc il y avait le Togo et le Bénin. La SECNA qui investissait plutôt. La SECNA qui est membre de... le Togo et le Bénin qui sont membres de la SECNA, c'est la SECNA qui investissait. Donc aujourd'hui, cette récupération accroît nos ressources. Nos investissements retrouvent leur répondant, puisqu'on investissait sans recouvrer, n'est-ce pas, en retour le service rendu aux compagnies. Aujourd'hui, c'est des choses faites. Alors, oui, monsieur, voilà. Oui, je voudrais compléter en disant que les bénéfices retirés par le Togo et le Bénin, c'est d'abord les investissements réalisés par la SECNA, à Lomé, à Niantougou, comme à Cotonou et Parakou. Ensuite, il y a les emplois qui ont été créés, puisqu'il fallait donc, pour faire fonctionner ces installations-là, prévoir du personnel pour les faire fonctionner. Donc ça a créé des emplois pour le Togo et le Bénin. Donc tout cela, c'est des bénéfices directs que ces pays-là ont pu retirer de cette nouvelle organisation, on va dire. Oui, monsieur Niaou, vous voulez ajouter quelque chose? Je précisais que le service assuré pour le survol est facturé et il y a des redevances qu'on recouvre. Et pendant longtemps, le Ghana qui recouvrait ces redevances-là n'investissait pas dans nos pays. Et donc, si aujourd'hui, on a recouvré ça, ça fait un bénéfice ça fait un plus qu'on recouvre. Voilà, c'est... Oui, monsieur Tiaguele. Je comprends que cette question, elle est vraiment pertinente. Très pertinente et sensible en même temps, parce que, en fait, la position du Togo et du Bénin à l'intérieur de la SECNA posait un peu question. C'est comme si ces États jouaient à appartenir à deux organisations, alors que ce n'est pas le cas. On appartient à la SECNA. À la SECNA, oui. Et donc, c'est comme si on a remis les choses à l'endroit dès lors qu'on a procédé à cette coalition-là. Et désormais, personne ne peut plus dire au Togo que non, ben, attendez, vous êtes à la SECNA ou vous n'y êtes pas. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui gère l'espace. Ça a aussi posé quelques challenges au niveau du Togo et du Bénin. Parce qu'il fallait en même temps, en termes de ressources humaines qualifiées, trouver des personnes qu'il fallait et dans les temps pour pouvoir le faire. Et ça, la SECNA l'a fait le défi. Vraiment dans les temps pour que tout puisse se passer au mieux. Et aujourd'hui, on peut rendre grâce à Dieu parce que ce personnel-là a assumé les responsabilités qui sont les siennes sans qu'il y ait le moindre incident ou accident qui soit annoncé. Et ça a été très déterminant pour que la communauté internationale ne dise plus rien par rapport à la question. D'accord. Alors, oui, monsieur Médési. Pour compléter
voudrais ajouter que, comme on le disait, à une période, le secrétaire général de l'OAC a intervenu et s'est abouti sur le statu quo. Donc au jour d'aujourd'hui, la FIR Accra existe toujours et elle est composée de ces 3 pays, mais seulement cette FIR-là a été sectorisée. Voilà. Donc le secteur Ghana est géré par le Ghana et le secteur Togo-Bénin est géré par la SECNA. Voilà. Sur le plan international, la FIR Accra existe toujours. Donc les 3 pays sont membres. Peut-être à l'avenir, le Togo, le Bénin peut, dans les procédures qui sont annoncées mais qui sont un peu complexes, on peut rattacher ces 2 FIR-là à une FIR qui est exclusivement à SECNA. D'accord. Je suis un ancien de l'OACI. Bon, oui. Je voudrais un peu définir comment l'OACI, quels sont les critères qui ont été évalués pour que l'OACI divise l'espace comme ça. C'est parce que l'aviation, c'est pas comme la route, l'avion égale très vite. Oui. On ne peut pas se limiter aux frontières terrestres. Non. C'est pour ça qu'il a fallu regrouper pour l'efficacité et la sécurité. Si la gestion ghanéenne avait été transparente, je pense qu'on aurait pu continuer comme ça. C'est ce manque de transparence-là qui a amené, disons, cette nouvelle organisation. Alors, nous allons poursuivre le débat. Nous parlons justement des 60 ans de la SECNA et dans le cadre justement de cet anniversaire, il a été organisé également des journées portes ouvertes à la SECNA pour permettre aux étudiants, aux apprenants de découvrir l'agence un peu plus. Je vous propose de suivre justement l'ouverture de ces journées portes ouvertes qui ont duré 3 jours et qui se sont terminés justement ce vendredi. C'est sur un compte rendu de Ekwi Salah. Les portes de l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, s'ouvrent exceptionnellement au public. Et ce sont les élèves de cours Lumière les premiers à les franchir. Ici, des questions précises sont les bienvenues pour mieux comprendre la mission de l'ASECNA. Et l'équipe chargée de la visite est là pour les répondre. Chacun des départements techniques et administratifs de la structure ont été visités et à la fin, nous savons maintenant que nous devons plus prendre la tâche sur les matières scientifiques pour pouvoir un jour devenir ce qu'ils sont actuellement. Et, il y a certains éléments que je ne savais pas auparavant, mais grâce à cette visite, j'ai pu avoir quelques connaissances. Nous avons appris les rôles des contrôleurs, nous avons aussi appris certaines choses par rapport à la météo, nous avons fait quelques visites dans les salles de contrôle. Franchement, c'était génial. Pour moi, je pensais que prendre l'avion c'était simple, piloter l'avion c'était simple, etc. Mais j'ai vu aujourd'hui qu'il y a vraiment beaucoup de choses derrière ça. Le métier de contrôleur, tout ça. Il faut réguler la température, etc. C'est vraiment compliqué, plus que ce que je pensais. Mais j'espère qu'un jour, si je travaille bien, je pourrai atteindre ce niveau. Les portes de la SECNA seront ouvertes pour 3 jours. L'institution veut permettre aux élèves et étudiants d'avoir une idée précise de son fonctionnement, mieux susciter chez eux le goût des métiers aéronautiques. Nous organisons ces journées portes ouvertes aujourd'hui 4, 5, 6, de 8h à 11h. Nous avons besoin des meilleurs du pays et par rapport à cela, nous avons voulu ouvrir nos portes cette fois-ci pour les jeunes élèves afin qu'ils viennent découvrir les métiers de la SECNA. Ceci va permettre aux jeunes de se motiver dans le cadre de leurs études et de se préparer pour les métiers de la SECNA. Ces journées portes ouvertes donnent le ton à une série d'activités qui vont marquer la célébration des 60 ans de la SECNA. Ce jubilé entend renforcer la coopération et la collaboration entre les acteurs du secteur aéronautique, mais aussi les 18 États qui la composent. Voilà donc l'autre activité marquant donc ces 60 ans de la SECNA. Alors, Monsieur Médési, durant cette, est-ce que les apprenants ils ont exprimé, ils ont témoigné de l'engouement, ils se sont intéressés justement au secteur de la navigation aérienne durant ces 3 jours de porte ouverte? Tout à fait. Il y a un élève qui disait dedans même que si elle travaille encore mieux, elle
elle souhaite devenir comme les experts qui sont là. Hein. Dans la salle, quand on faisait les introductions, c'était pour les 3 jours, c'était des salles combles, et puis c'était des enfants studieux qui écoutaient religieusement, très intéressés, effectivement, et puis surtout leurs accompagnants aussi étaient vraiment intéressés. Et nous supposons que vraiment ça a été une bonne action et que ça va susciter beaucoup d'engouement lors de nos prochaines sélections pour le recrutement des jeunes élèves. Et monsieur, voilà, peut-être que c'est peut-être ça donnerait l'idée à la SECNA de réitérer cette initiative de temps en temps, ce projet de porte ouverte sur la SECNA. Oui, pourquoi pas. Je pense que pour informer davantage nos jeunes élèves, il faudrait que la SECNA l'organise désormais chaque année pour permettre aux élèves et aux étudiants de mieux connaître les métiers de l'aviation civile et les conditions pour y accéder. D'accord. Alors nous avons été rejoints sur ce plateau donc par monsieur Atito Kofigan, qui est ingénieur de la météorologie, expert de l'OMM en météorologie satellitaire et aéronautique, ancien chef de division des études et scolarité enseignement à l'EAMAC et à l'ERNAM qui est École régionale de navigation aérienne et de management, et surtout il est le président de l'association des anciens travailleurs togolais de la SECNA. Monsieur Atito, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, durant le débat, on a parlé des voies aériennes, des routes aériennes, de la sécurité aérienne. Alors, monsieur Atito, dites-nous, quelle est l'importance de la météo dans la sécurité aérienne, justement? Merci beaucoup, madame. L'avion, tel qu'il est, évolue donc dans l'atmosphère. Et dans cette atmosphère-là, il y a toute une dynamique qui se produit régulièrement et fréquemment d'ailleurs. Et donc, il y a des résultats de cette dynamique-là qui donc apparaît de coins visibles, d'autres invisibles à l'œil nu. Je parle de visibles, c'est-à-dire des nuages qui se forment et à l'intérieur de ces nuages se trouvent donc beaucoup de mouvements, des mouvements donc des fois violents, des turbulences et des résultats non visibles à l'œil nu, c'est-à-dire des zones de turbulence où vous avez un ciel clair, totalement clair, mais qui est donc très dangereux pour l'avion. Et donc, il y a toute une liste de phénomènes que l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, a classés de phénomènes dangereux pour l'aviation. Alors, parmi ces phénomènes dangereux pour l'aviation, je voulais citer d'abord le siège, c'est-à-dire le nuage que nous appelons en météorologie le cumulonimbus, qui est le siège de phénomènes très dangereux. À l'intérieur de ces cumulonimbus, c'est des nuages tout simples qui sont au-dessus de nous, à 300-600 mètres de base, mais dont l'altitude dans les tropiques peut aller jusqu'à 18 km. Vous comprenez que les nuages qui voleront nécessairement dans ces marges-là. Donc, à l'intérieur de ces nuages, il y a des vents, d'aucuns qui montent, d'autres qui descendent. Donc, il y a un cisaillement. Donc, il y a donc ces nuages, il y a les tempêtes de sable, les tempêtes de poussière, il y a les cendres volcaniques, il y a de tonnerre, il y a de la foudre. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Or, ces éléments peuvent impacter donc l'avion quand l'avion donc circule dedans. D'où l'importance pour la météo de réussir d'abord à les détecter, savoir que le phénomène est là, ça c'est bien, et de deux, réussir à les localiser, savoir où ils se trouvent ces phénomènes-là, et donc informer le pilote au départ d'abord, faire un débriefing, dire que voilà, il y a tel phénomène, tel phénomène, tel phénomène. Cela permet au pilote, dans le choix de sa route, de trouver des aérodromes de dégagement. C'est-à-dire au cas où un avion veut atterrir, par exemple, il quitte Lomé pour aller à Paris, et qu'il veut, sur sa route, il a des problèmes, il a déjà prévu
compte tenu de la météo et compte tenu donc de tout ce qu'il a prévu, il a choisi déjà ses aérodromes de dégagement. S'il veut atterrir par exemple à Lomé et qu'il y a du brouillard à Lomé, il a le choix d'aller ailleurs. Il a déjà prévu ça, la météo a déjà prévu ça. Donc une chose est donc de localiser ces éléments, de les détecter, mais aussi de réussir à les prévoir. C'est le travail quotidien des ingénieurs prévisionnistes météo. Donc pour prévoir tout ça, la base de la météo, c'est l'observation. Il faut réussir à avoir les équipements nécessaires, avoir des observations fiables et à partir de ces observations, essayer de faire donc une prévision. C'est dire que la météo est plus que primordiale dans la sécurité aérienne. La météo aéronautique est une partie fondamentale. Est fondamentale, oui. Alors, monsieur, voilà, quand j'ai vu la présentation, vos différentes présentations, j'ai compris, j'ai vu ancien, sauf M. Médési qui est toujours en activité. Alors, vous avez fait la SECNA pendant longtemps, on va dire. Monsieur, voilà, je vais commencer avec vous. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Disons que je connais la SECNA depuis maintenant 42 ans. Et ce qui m'a marqué, c'est surtout sa capacité à s'adapter aux différentes évolutions, aussi bien technologiques que réglementaires. Et la SECNA a surmonté aussi des périodes particulièrement difficiles, telles que la crise financière des années 80, telles que les menaces de retrait d'État. Aussi bien on a eu des adhésions, mais on a eu aussi des menaces de retrait. Et pour l'avenir, la SECNA a des défis à relever. Bon, j'ai parlé déjà de l'adaptation à l'évolution technologique, mais il y a surtout la mise en œuvre du ciel unique dans le cadre du marché unique du transport aérien. Dans les présentations tout à l'heure, on vous a dit que les espaces aériens sont organisés, subdivisés. Et compte tenu du fait que les avions vont de plus en plus vite, il faut revoir cette organisation de façon à ce que les espaces aériens soient moins morcelés. Vous avez aussi le problème de réduction des coûts du transport aérien, de façon à ce que les compagnies aériennes puissent offrir des tarifs plus abordables. Cela nécessite une contribution aussi de la SECNA, puisque les redevances de la SECNA participent à ces coûts. Il y a comme autre défi l'extension géographique de la SECNA. Et enfin, la SECNA doit pouvoir obtenir de l'Union africaine la reconnaissance comme agence spécialisée en matière de navigation aérienne. Puisque en Afrique ici, c'est la seule organisation qui regroupe autant d'États, 17 États africains plus la France. Alors, Monsieur Nyang, vous êtes ancien représentant de la SECNA, disons, au Togo. Vous, qu'est-ce qui vous aura marqué à la SECNA? Merci, madame. C'est vrai, sur le plateau, je suis le plus ancien. J'ai commencé en 1974. Le doyen. Et ce qui m'a marqué, monsieur Voilà l'a dit, c'est la résilience de la SECNA malgré les difficultés qu'on a traversées. La SECNA est une famille. Depuis sa création, aujourd'hui, les agents, malgré le nombre, se connaissent. Quand moi j'ai commencé, quand on commençait à travailler ici, on pouvait même appeler Brazzaville, alors que les communications n'étaient pas performantes comme aujourd'hui. Il y avait un truc qu'on appelait la bande latérale unique, BLU. On s'appelait chaque matin. Et on se connaissait. Quand moi je voyageais pour aller à Niamey ou ailleurs, on m'accueillait dans une case de passage de la SECNA. C'était une famille. Et ça, je pense que c'est quelque chose de marquant.
Alors, M. Médési, je ne peux pas vous poser la question maintenant, je vais revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Atito, au lieu de vous demander ce qui vous a marqué, vous, je sais que vous êtes, disons, le président de l'association des anciens travailleurs togolais de la SECNA. Alors, dites-nous, quelle est la mission de cette association? Pourquoi vous avez... on a jugé bon de créer une association d'anciens travailleurs de la SECNA. Merci, madame. Je voulais le temps de donner quand même... Oui, ce qui vous a marqué. Voilà, ce qui m'a marqué. Oui, non. Le besoin a toujours créé le moyen. Ça, c'est la première chose. On a vécu ensemble, pour certains 10 ans, d'autres 20 ans, d'autres 30 ans, d'autres 40 ans de vie commune. Et puis du coup, un jour, un matin, 1er janvier, on dit c'est fini. Vous ne faites plus partie de ce collectif. Vous êtes à la retraite. Et il y en a, on commence pas à devenir un peu nombreux. Donc on a pensé qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'on partage aussi nos joies et nos peines ensemble, qu'on forme quand même une famille, vivre pendant 30 ans, 40 ans ensemble. Il serait bon de continuer par pérenniser donc cette chose-là. C'est ce qui fait qu'il y a certains qui se sont dit non. On va voir les grands frères qui sont déjà là, on va échanger avec eux et ensemble on a mis en place cette association qui est née, notre AG constitutive a eu lieu le 28 novembre 2018, l'année passée seulement. Et ça fait 1 an de vie. Et nous avons eu la chance d'avoir notre récépissé déjà. Et l'association se porte bien, sinon très bien. Ah, elle se porte très bien. Alors dites-nous, vous êtes, disons, les anciens, des nouveaux qui sont toujours en fonction. Alors, est-ce que l'association est un cadre d'échange entre les anciens et ceux qui sont toujours en fonction, ou vous essayez de donner des conseils Tout à fait. jeunes? Tout à fait. Dans nos statuts, il y a un article qui a libéré donc la formation, l'échange avec ceux qui sont encore en activité. Parce qu'avec un peu de recul, on se rend compte qu'il y a certaines choses qu'on aurait dû ou pu faire et qu'on n'a pas fait. Et qu'aujourd'hui, nous avons nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants qui sont là. Autant leur dire, attention, il y a ceci qu'on peut faire qui puisse améliorer donc demain pour vous. Donc oui. Nous avions même vu le représentant qui nous a reçus plusieurs fois pour un cadre d'échange, une conférence débat avec ceux qui sont encore en activité. D'accord. Alors, Monsieur Atissou, avant de vous laisser, dites-nous maintenant ce qui vous aura marqué. Oui, il y a eu plusieurs événements, comme le directeur l'a dit. Il y a plusieurs événements, mais il y a un qui marquera la mémoire collective du personnel de la SECNA. C'est le passage du statut catastrophique de la SECNA au statut unique de la SECNA. Et moi, j'en suis victime. Heureusement, sur ce plateau, les acteurs principaux, un des acteurs, sinon l'acteur principal est là, c'est le directeur Roland. Franchement, madame, c'est quelque chose qui a mis la SECNA vraiment au niveau vraiment international. Il y avait une disparité avant. Vous êtes du Togo, vous êtes de la Côte d'Ivoire, vous êtes du Bénin, vous êtes sortis de la même école avec le même diplôme, vous arrivez à la SECNA. Il y a un qui peut être payé 2 fois. Parce que son État a dit que... Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Mais... Dieu merci. Dieu merci. Tout est harmonisé. Et on dit, là où on mange bien, on est content et tout le monde est heureux. Ah oui, ça c'est clair. Et le travail marche à merveille. Exactement. Donc, merci beaucoup, Monsieur Atissou. Alors, Monsieur Médési, je reviens à vous maintenant. On a écouté, disons, les anciens parler. Vous êtes toujours là, mais quand même, vous allez nous dire, à votre niveau, on va demander comment se porte la SECNA aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. La SECNA se porte bien. Même très bien, on va dire. Sinon, très bien. Très bien. Voilà. Parce que la performance de notre agence, n'est-ce pas, se mesure, n'est-ce pas, sur certaines passez-moi le mot, certains indicateurs, certains indicateurs pertinents. Et à la matière, nous avions 2 principaux. Nous avions les accidents, n'est-ce pas, et les incidents ou air prox. Air prox, le diminutif de air proximité.
Dieu merci, depuis la création de la SECNA, n'est-ce pas, jusqu'à ce jour, aucun accident n'est imputable directement à la SECNA. Voilà. Mais au niveau des airports, qui se définissent comme un rapprochement en dessous des minima fixés par la réglementation, n'est-ce pas? C'est ça que nous appelons airports. L'OACI a fixé des normes pour 100 000 mouvements, 100 000 vols. Il faut que ces airports-là soient en dessous de 2. En dessous de 2. Et la SECNA a fait mieux. Durant les 5 dernières années, si on mesure, nous sommes à moins de 1 airpost pour 100 000 mouvements. Nous sommes précisément, les calculs donnent 0,96%. 0,96 incidents contre 100 000 mouvements. C'est dire que nous sommes assez performants. Je voudrais noter aussi que si nous avons atteint cette performance-là, c'est dû à la formation. Parce que les éléments contributifs de ces incidents sont de nature humaine aussi. Et donc pour parvenir à les diminuer, il faut bien former, il faut moderniser les équipements, tel que ce que la SECNA est en train de faire, et des réunions de centres adjacents, des centres voisins, pour partager les bonnes pratiques et partager les expériences pour mieux faire. Tous ces aspects conjugués a permis, n'est-ce pas, à la SECNA de tenir la route et de rester performant. Comme le directeur l'a dit incessamment, c'est une référence au niveau des fournisseurs de services de navigation aérienne en Afrique. Et c'est une agence, c'était un exemple sur le plan mondial. On l'a compris. Au niveau même de l'OACI, on en parle. Alors, chers invités, nous sommes arrivés à la fin de ce débat qui nous a fait découvrir la SECNA qui souffle sa 60e bougie cette année. Mais Monsieur Médési, avant de vous laisser repartir, quelle est la suite des activités? Quelle est la suite du programme de cet anniversaire? Demain, il y a quelque chose également? Merci beaucoup. Oui, effectivement, demain, 7 décembre, à partir de 8 h, nous avions un symposium au niveau de l'hôtel Sarkara. Au cours de ce symposium, le plateau serait assez riche, des hauts experts du domaine, les compagnies aériennes, les officiers de l'armée de l'air aussi font partie. Donc tout ce parti-là va débattre et échanger les grands enjeux afin de booster encore davantage, n'est-ce pas, le service de la navigation aérienne pour un transport sûr et performant au niveau de notre nation et au niveau de l'Afrique. D'accord. Et M. Médési, l'apothéose sera le 12 décembre. Il y aura une grande fête? Une grande fête. Nous voulons appeler toute la population, même si elle n'a pas de carte d'invitation, qu'elle vienne. Oui. Cette fête-là serait placée sous la présidence du ministre des Transports. Peut-être certaines autorités nous feront également là. le plaisir de venir. Donc nous allons souffler, nous allons partager le gâteau de l'anniversaire. D'accord. Merci beaucoup. Alors merci pour... Nous espérons que la télévision serait là, non seulement en tant qu'invité, mais en tant que partenaire aussi, effectivement. Ne vous inquiétez pas. Merci pour l'invitation. Merci, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous l'aurez donc compris qu'en 6 décennies, la SECNA ne cesse ne ménage ses efforts, ne ménage aucun effort donc pour faire de la navigation aérienne une réalité, de la sécurité de la navigation aérienne une réalité. Et comme le slogan le dit, d'ailleurs, ils ont fait des routes du ciel leur métier au niveau de la SECNA. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Nous souhaitons une fois encore joyeux anniversaire à la SECNA. Et l'autre rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.